Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la Laracon US 2018. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de TJ Miller qui va nous parler de API avec Laravel. Donc je vais commencer tout de suite la conférence et il part du principe que c'est une conférence à destination des personnes qui développent des API publiques déjà. C'est pas comme quand on développe notre propre API pour notre propre application où on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, il parle vraiment de concevoir une API pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. Un petit peu comme Stripe ou d'autres services. Voilà, quand on code une API pour d'autres personnes, on ne sait pas qui sont ces personnes et donc du coup, on ne peut pas leur imposer des changements, on va dire n'importe comment. Donc vraiment, c'est là-dessus que va être basée, on va dire, la conférence. Donc si il continue un petit peu, il parle aussi de planning. Donc quand on développe une API pour d'autres personnes, il faut vraiment qu'on ait un plan et qu'on prévoit les choses à l'avance pour que les personnes ne soient pas surprises. Les personnes qui utilisent notre API ne soient pas surprises. Donc dire ce champ-là il est déprécié, ce champ-là il va être rajouté plus tard dans la nouvelle version, etc. Faire des release notes, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très important et il insiste bien dessus. Et le planning, ça passe aussi par faire une bonne documentation et surtout une documentation à propos du formatting. Donc le formatting, c'est qu'est-ce que je vais retourner depuis mes routes. Donc est-ce que ça va être des objets, est-ce que ça va être des tableaux, est-ce que ça va être des chaînes de caractères, quelles vont être les clés des objets, voilà, etc. Ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Donc il y a pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Il faut vraiment que ce soit carré pour que ça puisse bien fonctionner avec vos clients, avec vos utilisateurs. Ensuite, il parle de versionning de l'API. Et il dit qu'il ne faut pas vraiment faire de versionning, il faut plutôt faire des évolutions. Donc il faut, dans la majeure partie, tant qu'on peut, il faut éviter de casser l'API. Il faut mieux rajouter des nouveaux champs qui ne vont pas casser les champs existants. Il faut éviter de renommer les champs pour rien. Il faut éviter de supprimer des champs si on peut les garder. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et il se dit, il faut mieux faire évoluer son API progressivement que de casser les choses, faire une grosse montée en version. Alors ça, je ne suis pas forcément d'accord. Après, on se retrouve avec des choses qui, au bout de 4 ans, on fait une grosse mise à jour et il faut tout casser, tout refaire. Je préfère un petit peu la mentalité Laravel qui, tous les 6 mois, fait des cassages de compatibilité. Tous les 6 mois, vous êtes obligé de changer votre code Laravel. Mais c'est des petites choses, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, c'est assez rapide à faire, mais c'est tous les 6 mois. Je préfère ça plutôt que de me dire, ok, tous les 4 ans, je vais devoir tout jeter et tout recommencer parce que ça va tout être cassé dans tous les sens, il y aura plein de problèmes partout, etc. Donc c'est vrai que c'est une mentalité un petit peu différente. Soit on garde quelque chose d'évolutif, soit on permet d'avoir des petits cassages de compatibilité régulièrement pour que les gens se mettent à jour régulièrement. Il y a aussi une technique, je crois, dans les API qui permet d'avoir pas des versions, mais des dates. Et on va dire, à partir de telle date, il y a ce champ-là qui apparaît. Et en fait, quand on appelle l'API, on passe cette date, notre date de notre code, en paramètres. Et comme ça, l'API sait à quelle date vous avez écrit le code et elle va vous renvoyer le contenu formaté à la date dans laquelle vous l'avez codé. Donc en fait, ça ne bougera jamais. Ça sera, on va dire, toujours les mêmes clés, toujours les mêmes types, etc. Et si vous recodez votre code ou si vous repassez sur votre code, vous pouvez changer cette date, mettre la date actuelle, vous changez votre code, vous testez, et vous voyez que ça a évolué, l'API, vous avez des nouveaux champs, etc. Et du coup, maintenant, vous mettez la nouvelle date et les clés ont changé, mais ne changeront plus tant que vous n'avez pas... Voilà. Donc c'est un système un peu plus complexe à mettre en place, mais ça peut être intéressant au niveau de contrebalancer entre l'évolution et les cassages de compatibilité, avoir quelque chose d'un petit peu entre les deux. Donc ensuite, il parle de la documentation. C'est vraiment quelque chose qui est très important quand on conçoit des API. Et quand on conçoit des API, il y a quelque chose qui s'appelle OpenAPI. Donc vous connaissez peut-être sous le nom de Swagger, c'était l'ancien nom de ce système-là. Et c'est un système qui est très intéressant, on va dire, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec. Donc il nous donne quelques exemples. Avec Swagger ou avec OpenAPI maintenant, on peut créer une spécification pour notre API. Et à partir de spécification, donc c'est un fichier texte que je vais vous montrer juste après, on va pouvoir créer par exemple un mock server. Donc un mock server, c'est un faux serveur qui va répondre des réponses correctes par rapport à ce qu'on lui aura envoyé, mais ce sera que des données fausses. Donc ça permet de faire des tests facilement. Ou alors coder notre front-end avant que l'API soit disponible réellement. On va pouvoir aussi générer des clients. Donc par exemple, vous travaillez en PHP, mais vous avez besoin d'une application Android. Android, c'est codé en Java. Avec OpenAPI, vous pouvez générer automatiquement un client Java pour appeler votre API. Donc ça peut être aussi super pratique. Vous pouvez également générer de la documentation, bien évidemment, sous format web, avec des jolis exemples, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet, et moi je pense que si vous faites une API, OpenAPI, c'est l'endroit où il faut aller regarder. Vous pouvez tout faire avec, il y a plein d'outils autour, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc on va nous montrer après un petit peu le système. Donc à ce niveau-là, il nous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les métadonnées. C'est, on va dire, le fichier de base de notre API. On voit la version, le titre de l'API, la licence, les composants de sécurité, etc., etc.
l'URL de notre API. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et après, on va pouvoir voir les vrais champs, donc c'est-à-dire, voilà, là c'est par exemple un chemin vers /post, et on voit qu'il y a une requête de type get qu'on peut faire. On voit que c'est list all post, on voit l'operation ID, le tag, donc voilà, après on va mettre pas mal de choses, les réponses disponibles, si c'est quel status code est répondu, quels sont aussi, on voit le schema en bas avec $ref. Donc qu'est-ce qui va être retenu, à quoi va ressembler le contenu de cette réponse. Et ça c'est super intéressant parce qu'on va voir juste après, hop, si je regarde à ce niveau-là, donc c'est à niveau, hop, à la minute 11, voilà, il va nous montrer à quoi ressemble un schéma type. Donc par exemple là c'est pour sans doute un post. Voilà, c'est un objet qui a id et postBody qui sont requis. L'id c'est un int64 qui est un type integer. Le postBody c'est une chaîne de caractères. Voilà. On peut mettre, ou nul d'ailleurs, voilà, on peut mettre vraiment toutes les spécifications et c'est ça qui va permettre de générer notre documentation, qui va permettre de générer les mock servers, de générer les clients, etc. Et on verra même plus tard, ça nous permettra de faire des tests facilement sur notre application. Donc là, il nous montre un exemple de documentation, quelque chose assez propre, et j'imagine que c'est customisable aussi à ce niveau-là. Donc on voit vraiment l'exemple à droite, et puis tous les paramètres à gauche, et puis le menu avec toutes les endpoints de notre application. Donc vraiment une documentation assez jolie, qui nous permet d'être générée automatiquement via notre schéma Open API. Ensuite, il parle un petit peu de la différence entre Lumen et Laravel. Donc si vous le connaissez un petit peu l'environnement Lumen, c'est juste un micro-framework, donc c'est Laravel, mais on a retiré pas mal de choses pour créer spécifiquement des API. Alors lui, il dit qu'après avoir codé pas mal d'API, il préfère utiliser toujours Laravel, parce que Lumen est trop réduit pour ses usages. En fait, on va toujours avoir besoin des fonctionnalités avancées de Laravel, même quand on code une API, et du coup, il vaut mieux partir directement de Laravel, et il ne faut pas tout de suite partir dans les microservices, etc., parce qu'il y a énormément de complexité qui sont rajoutés quand on fait des petits services sur plein de serveurs différents, etc. Donc vraiment faire une grosse API avec une grosse application Laravel, c'est généralement préférable. Et ensuite, il parle aussi de un petit peu tout ce qui est performance. Les gens ont tendance à trop vouloir optimiser pour la performance tout de suite. Et ils optimisent avec la douleur, enfin la pain, il dit la pain, qui est ressentie. Il ne faut pas ressentir la lenteur de notre application, il faut la mesurer. En fait, il ne faut pas optimiser pour les performances tant qu'on n'a pas mesuré qu'il y avait un problème de performance. Comme ça, si on a mesuré qu'il y avait un problème de performance, on peut faire des modifications et ensuite remesurer et voir les gains qu'on a eus. Si c'est juste j'ai l'impression que c'est lent, on fait quelque chose, l'impression que c'est plus rapide, on ne sait pas trop, voilà. Il vaut mieux ne pas optimiser, et puis quand vous avez vraiment mesuré qu'il y a des problèmes de performance, là vous pouvez commencer à optimiser pour améliorer les choses. Donc voilà à ce niveau-là, et il montre aussi que même pour Laravel, en fait Laravel on va dire, Laravel, Lumen, c'est pas grand chose. En fait, c'est juste Laravel où on a retiré certains providers, certains alias, certains concepts. Et là, il dit par exemple, dans une application Laravel classique, si vous n'utilisez pas les cookies, si vous n'utilisez pas la session, ou si vous n'utilisez pas Blade, vous pouvez désactiver ces différents providers, ces différents alias, et comme ça gagner en performance sur une application Laravel classique. Donc ça, c'est possible dans votre fichier app.config.php. Donc c'est pas vraiment la slide n'est pas très bonne, mais dans le fichier app.config.php, vous avez votre liste de providers, vous pouvez supprimer certains services providers. Donc ça peut être intéressant si vous n'en avez pas besoin pour gagner en performance. Ensuite, il montre quelque chose qu'il fait souvent sur pas mal de ces applications, c'est de rajouter une route /status. Cette route, ça permet juste de donner on va dire, voilà, il dit c'est juste en ligne, la version de l'API qui est en cours, voilà, ce genre de choses. Il dit on peut mettre quelques petits champs qui sont utiles. Et ça nous permet rapidement de pouvoir faire un appel à notre API sur /status et vérifier que notre API fonctionne bien. Donc ça peut être bien pour le monitoring, pour voir si on n'a pas de problème, d'avoir un petit endpoint comme ça qui ne fait rien, qui nous permet juste de savoir si notre API est en ligne ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense que c'est intéressant à faire dans nos API. Ensuite, il passe un petit peu sur l'implémentation. Donc il parle des réponses ressources. Alors si on regarde, il explique un petit peu les problèmes qu'on peut avoir avec si on retourne juste le $post habituellement. Et il nous parle justement de post ressources. Et en fait, ça, c'est bien. Alors, d'abord, juste avant, il parle de user ressources, je crois, à un endroit. Voilà, user ressources à cet endroit. Donc là, il nous présente un user resource. User resource, c'est quelque chose qui est intégré dans Laravel actuellement. Et ce concept de JSON resource qui nous permet de formater nos modèles Eloquent pour les afficher ensuite en JSON. Là, on a juste une fonction dans ce user resource qui est une fonction toArray et qui nous permet de définir les champs qu'on va afficher. Et cette user resource, il fonctionne pour quand on retourne un utilisateur, mais aussi pour quand on retourne une liste d'utilisateurs, ou quand on retourne un utilisateur, par exemple un auteur d'un post. Alors moi, je ne suis pas trop fan de ce genre de concept, parce que là, par exemple, si on regarde son exemple, il est très mal choisi, parce que pour cet exemple-là, il n'a pas besoin de créer une nouvelle classe.
on pourrait juste utiliser la fonction toArray. Cette fonction toArray, elle existe aussi sur notre modèle, donc dans notre user.php. On peut définir une fonction toArray avec ce même contenu, et ça fait exactement la même chose, sans avoir besoin d'un fichier séparé, d'avoir un concept séparé, etc. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais exemple, mais plus tard, juste après, il montre justement avec post-resource un exemple beaucoup plus intéressant. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire aussi facilement dans notre post modèle, dans notre post.php. Là, le post ressource va nous apporter certaines facilités, dont la fonction whenLoaded qu'il a mis en gras ici. Donc la fonction whenLoaded, c'est dire si l'auteur est chargé, mets-le dans le array. Et ça, c'est un peu plus compliqué à faire quand on est juste dans un modèle Eloquent. C'est quelque chose qui vient un petit peu avec JSON Resource, avec l'objet JSON Resource. Et donc du coup, quand on a besoin de ce genre de fonctionnalités, de trucs un peu plus poussés au niveau des réponses, là effectivement je suis d'accord que post-ressource peut être vraiment très intéressant et on voit que l'API est vraiment très propre, hein. On dit juste et quand author est loaded, retourne-moi un user resource dans la clé author. Et ce qui est bien, c'est que ça ne va pas retourner nul, ce chose-là ne va pas retourner nul. Si l'auteur n'est pas loaded, donc s'il n'est pas chargé, eh ben, on ne va pas retourner du tout la clé author. La clé author ne sera pas présente. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est souvent un peu compliqué à faire dans un toArray classique de Eloquent. Donc ça, c'est un premier point. Et il nous montre aussi, juste un peu après, il nous montre qu'on peut faire ça avec d'autres choses, par exemple this when. Donc là, c'est le même concept. On va dire quand la personne elle peut voir l'API token, alors affiche this API token dans la clé API token. Et quand la personne ne peut pas voir la clé API token, dans ce cas-là, la clé API token ne sera pas présente dans le retour du tout. Il n'y aura pas API token flèche nulle, il n'y aura juste pas la ligne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi dans les ressources qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc ensuite, il va nous parler de la pagination. Donc on voit que les ressources fonctionnent bien avec la pagination et ça nous renvoie quelque chose de correct avec les données, les liens, les informations méta, donc quelle page on est, quelle est la dernière page, etc. Donc ça, c'est super intéressant pour créer des paginations facilement avec nos API. Ensuite, on va parler de tests. Donc là, on voit quelque chose de très intéressant. On peut créer avec assert.json.fragment, on peut vérifier que les éléments clés sont bien présents dans la réponse. Mais il a aussi un package externe qui s'appelle assert.json.schema qui va nous permettre de vérifier par rapport au schema qu'il a montré tout au début. Donc ce que vous avez, le schema OpenAPI, le truc qui permettait de vérifier, enfin de dire quels vont être les retours, quels vont être les types, etc. Et bien ce package-là nous permet dans nos tests de vérifier que notre réponse est bien conforme à ce schéma-là. Donc ça nous permet une garantie que notre documentation et notre code fonctionnent de la même manière. Et ça, c'est vraiment indispensable quand on code une API. Et je me demande même si ce serait bien d'avoir aussi un assert route, parce que vous voyez que dans notre spécification OpenAPI, on peut définir toutes les routes, donc les routes de type GET, les routes de type POST, etc. Et ce serait bien aussi de pouvoir vérifier que dans notre application Laravel, on a bien toutes ces routes-là disponibles, qu'elles sont bien de type GET, qu'elles sont bien de type POST, qu'elles ont bien les bonnes URL, etc. Donc je pense que ce serait bien aussi d'avoir en plus un assert route qu'on puisse mettre dans un test tout seul. Donc je ne sais pas si son package le fait, mais si il ne le fait pas, ça serait bien de le rajouter. Mais en tout cas, cette partie-là, très très intéressante et indispensable quand on code une vraie API pour vérifier que notre documentation n'est pas complètement fausse par rapport à notre code. Parce que c'est bien d'avoir de la bonne documentation, mais si elle est fausse, ça ne sert plus grand-chose. Ensuite, il a montré une petite chose en fonction des... à cet endroit-là. Quand on a besoin de générer quelque chose au niveau de nos modèles, c'est quelque chose qui n'a pas rapport avec les API forcément, mais dans une application Laravel, vous pouvez utiliser static de point creating dans la fonction boot de votre modèle pour, à chaque fois qu'un modèle est créé, pouvoir assigner certaines valeurs automatiquement. Donc là, par exemple, dès que le modèle est créé, donc dès que le user est créé, on va générer un API token qui est une chaîne de caractères random de 64 caractères. Et ça, c'est très pratique, même dans les applications classiques Laravel, de pouvoir le faire. Et je vous conseille de regarder un petit peu de ce côté-là si vous voulez si vous avez besoin de générer certaines colonnes automatiquement à chaque création. Et vous pouvez même faire ça à la mise à jour ou à la suppression, etc. Donc il y a tous les observers qui sont disponibles ici. Ensuite, il va nous parler de Laravel Query Builder. Donc c'est un package de Spatie qui est très intéressant parce qu'il nous permet de faire des choses vraiment poussées très facilement. Donc là, si on avance un petit peu. Voilà. Donc là, c'est un exemple de Laravel Query Builder. On va juste dire Query Builder pour un modèle et on va lui dire les filtres autorisés, mais on va aussi lui dire les order by autorisés, etc. Et ensuite, dans notre URL, on va pouvoir mettre filtre-moi publish true ou order by, order by non, order by created at.
et ça nous permet d'avoir très facilement une requête SQL au lieu de faire manuellement nos where, manuellement nos order by. Donc là, dans la conférence, il montre vraiment qu'un exemple très simple. Je vous conseille d'aller voir ce package de Spatie. Il est très intéressant et très utile dans plein d'applications, même si vous ne faites pas une API. Dans une application classique Laravel, si vous voulez avoir des filtres ou un tableau où on peut filtrer, trier, etc., c'est très intéressant d'avoir ce package-là. Et ça a une interface très très propre, comme tous les packages de Spatie d'ailleurs. Et enfin, il va finir par justement quelques packages qu'il utilise souvent. Donc il y a deux packages, les deux premiers, c'est des packages de sécurité, le CSP et le CORS. C'est des packages qui permettent de rajouter des headers, mais je ne suis pas expert là-dessus. Un jour, il faudrait vraiment que je me penche là-dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est des packages qui améliorent la sécurité de votre application. Je crois que c'est même utile en dehors des API. Donc voilà, il faudrait que je me penche un peu plus dessus pour être plus à l'aise sur ces concepts-là. Laravel Query Builder, donc c'est ce que je viens de vous montrer, très intéressant aussi. Bouncer, c'est pour gérer les autorisations, les permissions dans une application. Donc voilà, si vous voulez faire gérer ce genre de choses, il y a ce package-là qui est très bien. Il y a aussi un package de Spatie qui le fait aussi très bien. Voilà, c'est une question de préférence en fonction des deux. Et son package personnel, JSON Schema Assertions, qui nous permettait de faire le assert JSON Schema. Donc là aussi, même chose, si vous voulez faire une API avec OpenAPI, je pense que c'est un package indispensable pour vos tests. Donc cette conférence globalement était assez intéressante. Je n'ai pas développé souvent des API pour des clients externes, mais je pense que voilà, ça permet d'avoir un aperçu de ce qu'il faut faire, de comment on peut le faire, des possibilités de Laravel pour les développements API. Et je pense qu'il y a quand même vraiment quelques petits détails qui sont vraiment très intéressants dans cette conférence. Je vous conseille d'aller la voir si un jour vous voulez coder une API publique. Ça vous donnera toutes les bases pour bien commencer. Et moi, du coup, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain récap de la Laracon US 2018.